Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme comme nous et que vous profitez des belles choses autant que possible. Et il y en a des belles choses dans G-Sport chaque semaine, des histoires, des succès, de la grâce et même tout ça à la fois avec notre invité 4 fois champion de France de patinage. Ça y est, c'est fait, Kevin Bonjour Emos. Lucille. Bienvenue, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ah bah super, tout sourire. Hein. Bah oui, ça fait plaisir, après un bon week-end. Ouais. Et une belle médaille, encore une fois, une médaille d'or, ce podium, qui t'a donc souri ici à Vaujany dans des conditions bien particulières. On va en revenir dans un instant. Et on va aussi parler de l'événement tennis de l'année à Grenoble. C'est au Grenoble Tennis, c'est le trophée de la ville de Grenoble pour les messieurs et l'Engie Open de l'Isère pour les dames. Et un niveau très relevé cette année, on en parle avec le président du Grenoble Tennis, Vincent Berlandis. Et d'abord, on fait le tour de l'actu. Et plein de bonnes nouvelles avec le Grenoble Foot 38 pour commencer, qui retrouve la victoire à l'extérieur et le podium de Ligue 2. Les Grenoblois sont allés battre Valenciennes avec un but d'Emmanuel Ntime qui marque contre son camp en tentant de repousser, vous allez le voir, la frappe de Yori Kravé. C'était à la 75e minute. Le Grenoble Foot 38 remonte à la 3e place de Ligue 2. Le FCG Rugby garde confiance et poursuit sa remontée dans le classement de Pro D2. La copie est loin d'être parfaite face à Provence Rugby dans ce match en retard, mais les Grenoblois préservent l'essentiel jusqu'au bout. Un petit point suffit pour s'imposer et pour remonter à la 7e place. Le FCG est désormais à la 6e place, qui est désormais à 6 points de la 6e place qualificative pour les phases finales. On peut le regarder d'ailleurs, ce classement de Pro D2, où on voit que décidément ça se resserre devant le FCG. Derrière, alors qu'on a pu avoir quelqu'un qui étudie il y a quelque temps sur le maintien, ça y est, on en est loin. Grenoble est donc 6e, vous le voyez, de la 6e place, pour l'instant détenu par Colomiers. Et le FCG va se déplacer à Nevers le week-end prochain. Nevers qui est 4e et qui reste en plus sur une très belle série de victoires. Et quoi qu'il advienne dans les prochaines semaines, le FCG jouera sous la conduite d'un nouveau staff la saison prochaine. Le club prépare sa panoplie avec celui qui sera manager général, Fabien Gengenbacher. Voici le point sur ses annonces. On l'entend bien assez souvent, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et une saison se vit au jour le jour. Pour un supporter peut-être, mais pour un club, la réussite se construit comme un grand édifice, palier par palier et au prix de longues années de travail. C'est le message du FCG Rugby qui annonce la réorganisation de son staff sportif comme une nouvelle étape vers son installation durable en top 14 et en s'appuyant sur une formation que les plus grands lui envient. L'idée, c'est de construire et de consolider sur nos forces. Le club est un club formateur qui est capable de sortir des pépites. L'objectif maintenant, c'est de les faire grandir chez nous plutôt qu'ils aillent chercher ailleurs et puis d'aller chercher un titre et puis d'aller chercher notre place dans le top 14. Je crois qu'on mérite d'être à ce niveau-là. Et pour pouvoir garder ces pépites comme l'immense Kylian Gérassi qui fait les beaux jours de Lyon et du 15 de France, il faut les en convaincre avec un staff qui connaît le club et qui sait manager. L'ancien capitaine emblématique du FCG, Fabien Gengenbacher, devient manager général. Il compte sur un ancien coéquipier, le talonneur Arnaud Egui, pour entraîner les avants et sur l'actuel entraîneur de Biarritz, Nicolas Nadeau, pour les 3/4. Pour les détails, la technique sera affinée par des acteurs de la formation. Un autre capitaine emblématique, Steven Stefano, et l'ancien ouvreur Danny Debire, avec en fond de toile un savoir-faire global, une identité cohérente entre le centre de formation, les espoirs, les féminines des Amazones et l'équipe première. Je me suis mis dans la perspective de construire une organisation qui réponde à ces critères. Au niveau du staff professionnel, j'ai aussi essayé de travailler sur une complémentarité, à la fois de compétences, à la fois d'expérience. À la fois de caractère et aussi de capacité à innover pour justement avoir un maximum de chances de réussir le projet qui m'est confié aujourd'hui. Et ce projet a déjà séduit des joueurs cadres qui ont choisi de se réengager, comme le talonneur Jean-Charles Orioli ou le pilier Jérôme Ray. De bons joueurs de top 14 sont également annoncés, comme pour mieux se projeter et se donner du courage avant la fin d'une saison compliquée, mais qui peut encore réserver d'heureuses surprises.
D'heureuse ou pas toujours heureuse, d'ailleurs, le club avait communiqué sur l'arrivée de Logovi Moulipula, un pilier en provenance de Newcastle. Il ne viendra pas. Le Samoan a renoncé hier pour des raisons personnelles et familiales. Le club poursuit ses recherches pour renforcer ce poste. Pas de chance non plus pour les brûleurs de loups qui déjà ne jouent pas beaucoup et qui en plus doivent faire demi-tour. Leur déplacement à Gap a été annulé à la dernière minute après qu'un cas de Covid a été découvert dans l'effectif gapençais. Alors leur saison n'est pas moins compliquée, mais les bobeurs ont assuré le Grenoblois Romain Heinrich et son pousseur Dorian Hauteville. Ils ont réalisé leur meilleur résultat en championnat du monde. Après leur 9e place l'an dernier, ils terminent 8e à Altenberg et ils auraient pu faire mieux s'ils n'avaient pas commis une petite faute, un petit dérapage sur la 2e manche. Voilà. Pour eux, c'est un dérapage, pour nous, c'est une petite frayeur. Mais tout va bien, donc ils auraient pu être peut-être 7e, voire 6e. Et voilà, des collègues de la Fédération française de sport de glace. Et ouais, c'est une même fédé. Et toujours sur la glace, on retrouve notre Kevin Emos. Alors c'est sur la glace de Vaujany. Et tout roule, vous allez le voir. Notre Grenoblois surclasse ses adversaires et remporte un 4e titre de champion de France élite avec une saveur particulière. On reste 100% grenoblois avec une entraîneur aussi qui t'a vu naître, c'est Françoise Bonnard. On va vous voir d'ailleurs partager ce moment comme si... Est-ce que c'est un peu comme si on partageait cette nouvelle en famille, Kevin? J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Mon premier titre de champion de France, je l'ai eu avec Françoise quand j'avais 8 ans, je pense. Donc, Et ça faisait très plaisir de l'avoir avec elle ce week-end. Chez les petits. C'est ça, ouais. Chez les petites catégories, Françoise Bonnard qui est de retour au Grenoble-Isère Métropole Patinage. Et décidément, rien n'est simple cette saison. Alors pour tout le monde, mais pour vous aussi, les patineurs. Il n'y a pas de Grand Prix, ou très peu. Je crois qu'il y a eu quelques rendez-vous en tout début de saison avant que tout soit annulé. Malheureusement, sur les compétitions internationales, ils ont pu garder que les autres pays, donc les États-Unis et la Russie, mais c'était fermé qu'aux participants des nationalités américaines et russes. Du coup, nous... on n'a pas pu faire de Grand Prix. On n'a pas pu, voilà, c'est ça. On n'a pas eu de grosses compétitions de préparation pour la fin de saison. Pas de championnat d'Europe non plus. Ça aurait dû être là, fin janvier. Heureusement, ces championnats de France ont pu être repoussés. Et c'était ici, donc à Vaujany. C'est compliqué de garder le rythme dans ces compétitions, de garder le rythme et garder le niveau. C'est un peu dur ce stop and go. Le problème, c'est de s'entraîner dur et de finalement être coupé dans son élan pour... pas pouvoir faire la compétition et de se dire il faut quand même repartir, il y en a une juste après et ensuite on est recoupé et ainsi de suite. Du coup oui, c'est dur, on commence à s'habituer et finalement on se dit que cette saison c'est plus une saison d'entraînement et on pense aux objectifs futurs. Pour ma part, c'est les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, donc si cette saison est un peu blanche, c'est pas grave, c'est vraiment de l'entraînement pour la saison prochaine. Parce qu'on se dit que chaque semaine, il y a une nouvelle échéance. En fait, c'est vraiment... on pense, on se prépare semaine après semaine. Il y a un programme qui est millimétré. C'est de l'horlogerie, votre préparation. Ici, c'est une compétition de temps en temps, en espérant bien sûr qu'elle se poursuive. La prochaine sont les championnats du monde et c'est fin mars. C'est ça, oui. Les championnats du monde à Stockholm, fin mars. Donc, j'espère que ça va avoir lieu. Pour l'instant, notre fédération internationale, ils ont annoncé que c'était maintenu. Donc on espère on croise les doigts que ça va marcher. Au moins qu'on ait cette compétition, qu'on puisse retrouver les autres nations, les autres amis de d'autres pays, les concurrents et les amis. Ouais, c'est important de se mesurer à eux aussi. Pas forcément, mais c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps et on se voit chaque année dans plein de compétitions. Et donc c'est un peu dur de ne pas tous se retrouver. Et en plus il y a beaucoup d'objectifs sur cette compétition. On va chercher les quotas olympiques, justement au championnat du monde, donc on croise les doigts que ça ait lieu. Nous aussi, on croise les doigts. Alors, on te voit ici sur ce rassemblement de l'équipe de France qui avait eu lieu en décembre, puisqu'il n'y a pas de Grand Prix, pas de championnat, mais des rassemblements où la Fédé vous met en condition de compétition véritablement, pour donc garder le rythme, pour comprendre, pour rester un petit peu avec l'esprit en mode compétition. Ça aide, ça. Oui, c'est sûr. La fédération, ils nous ont vraiment aidés cette année, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de vraies compétitions. Ils ont réussi à mettre en place plusieurs mises en situation et ça c'était bien pour pouvoir s'entraîner et répéter les programmes devant. Même si on n'avait pas un jury complet, on avait 2-3 juges qui pouvaient se déplacer et c'était très bénéfique justement dans ce retour de programme parce que les compétitions ça nous apporte les petits trucs qu'on a ratés, on sait ce qu'on va devoir modifier pour améliorer pour la prochaine compétition et donc cette année on l'avait pas. Donc c'était très bien que la fédération ait organisé tous ces regroupements.
Et on a vu que tu n'es pas tout seul, il y a aussi Maya Mazara qui, elle, est sur la deuxième marche de ce podium des championnats de France à Vaujany. Elle l'a raté d'assez peu, hein? Oui, raté d'assez peu. Je pense qu'elle a le niveau pour être première française. On a 3 grandes françaises, on a Maë, Léa et Maya. Et Maya est la plus jeune des 3 et je pense qu'elle est l'avenir pour l'instant de l'équipe de France féminine. Et c'est Léa qui a gagné. Serna, oui. Ouais, et qui est entraînée par Brian Joubert. C'est un ami de Télé Grenoble, donc on est content aussi pour elle. Mais on pense que Maya vraiment peut faire quelque chose dans les années à venir. Quel niveau ici à ce Grenoble-Isère Métropole Patinage, c'est génial. Non, ça fait plaisir, oui, d'être 2 à pouvoir s'entraîner au quotidien et d'aller au championnat de France et de finir sur le podium. C'est vraiment cool. Et même plus loin. Ah oui, j'espère. Ouais. C'est beaucoup de... Ces épreuves un peu compliquées que vous avez traversées l'an dernier, ça vous apprend à être peut-être un peu plus zen aussi, à faire le clair dans la tête, à vous préparer peut-être un peu plus sereinement. Oui, c'est maintenant on sait que tout peut être annulé à la dernière minute, donc maintenant on s'entraîne plus sereinement, on sait ce qu'on a à faire. C'est vraiment comme j'ai dit de l'entraînement pour les saisons d'après. On sent au moment que tu as basculé quand même dans une autre dimension dès lors que tu avais déménagé en Floride. C'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, à t'entraîner dans des conditions qui changent des nôtres aussi, là où tout est plus grand, où il y a plus de surface de glace avec d'autres entraîneurs. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé aussi au niveau de la confiance et pas que au niveau des conditions d'entraînement? C'est ça. Je pense que j'ai fait un des meilleurs choix de ma carrière de déménager aux États-Unis. J'ai John Zimmerman et Sylvia Fontana, ils m'ont apporté beaucoup. C'est, je pense, grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Bien sûr, grâce aux coachs de Grenoble qui m'ont donné vraiment toutes les bases. Mais John et Sylvia m'ont apporté ce petit plus qui a fait qu'aujourd'hui, je peux rivaliser dans le top 10, peut-être top 5 mondial. Et dans la durée? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les championnats du monde alors? Justement, mon objectif, ce serait un top 5. L'objectif un peu plus global, ce serait vraiment de rentrer dans le top 10. Parce que ça nous rapporte sûrement 2 places pour les Jeux Olympiques. Et déjà, moi, ça m'assurerait ma petite place à moi, parce que je veux vraiment aller performer aux Jeux. Et ça pourrait permettre à un deuxième Français de pouvoir partir aux Jeux, parce qu'on mérite tous de vivre cette expérience. Absolument, aux Jeux de Pékin. C'est ça. Eh ben, on est très fiers, Kevin. Vraiment, merci. On est super contents. On te le dit à chaque fois, on t'a conduit tout petit, mais ça y est, là, maintenant, ça c'est fini. Maintenant, tu es grand et tu performes. Et voilà, on t'attend bien sûr sur Stockholm. Ça sera à la fin du mois de mars. Merci. Et on se tient au courant d'ici là. On va voir à l'entraînement. Encore bravo. Merci. Et on enchaîne avec l'événement tennis de l'année à Grenoble et même au-delà avec 2 tournois qui prennent chaque année un peu plus d'envergure. Et en particulier cette année, le trophée de la ville de Grenoble et l'NJ Open de l'Isère. Ça y est, ça joue sur les cours du Grenoble Tennis en ce moment. Alors le président a trouvé un créneau pour nous parler. Vincent Verlandis, merci d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes venu avec un espoir du tennis français. On est très fiers. Il est licencié à Grenoble. Gabriel Debru, bienvenue. Merci. Bonsoir, tout va bien ? Oui, très bien, vous. Bah ouais, nous ça va très bien, on est d'autant plus heureux de vous avoir aussi ici tous les deux. Alors d'abord cette info, les finales c'est dimanche et ce sera en direct sur Télé Grenoble à 11h pour les messieurs et à 14h pour les dames. Alors Vincent, on le rappelle, c'est pas un tournoi mixte homme-femme, c'est 2 tournois distincts. Oui, il y a 2 tournois différents, le 11e NJ Open de l'Isère, soutenu donc par NJ et le département de l'Isère pour les femmes, et le 3e trophée de la ville de Grenoble, organisé conjointement avec la ville de Grenoble. Alors, il y en a un qui est un peu plus élevé au niveau du niveau, c'est ça ? Oui, le tableau féminin est plus relevé. On a des joueuses qui vont de la 100e à la 200e place mondiale à peu près. Et donc, la dotation est plus importante pour les femmes que pour les hommes, où on est sur le circuit futur, la division inférieure. C'est pour ça, alors que souvent, ça suscite l'étonnement, les filles gagnent plus que les garçons, c'est pas toujours le cas, encore qu'au tennis, je crois que ça progresse. Ça progresse, voilà, même dans les grands tournois, on va vers un équilibre. Oui, exactement. Alors, on parlait aussi de ces femmes, ce sont des jeunes femmes qui sont en devenir. C'est le pari que prend d'ailleurs ce tournoi, on retrouve des grandes joueuses du futur. Oui. Depuis plusieurs années, on accueille vraiment des joueuses qui, 1 an, 2 ans plus tard, réussissent des grandes performances en Grand Chelem. Par exemple, une Tchèque, Markéta Vondroutova, a gagné le tournoi en 2017 et 2 ans plus tard, elle était en finale de Roland-Garros. Donc voilà, c'est toujours un tournoi pour rencontrer... Finale senior. Voilà, c'est ça, pas junior. Non, pas du tout. Donc on a vraiment un tournoi qui permet de venir voir en fait, jouer les futures pépites du tennis mondial. Et cette année encore, on a Elsa Jacquemot, une Française, qui a gagné Roland-Garros junior l'année dernière. Et puis aussi un phénomène qui s'appelle Alexandra Eala,
une joueuse originaire des Philippines qui a 15 ans et qui est déjà à 15 ans numéro 3 mondial chez les juniors. D'accord. Et on peut rappeler aussi, par exemple, Amélie Mauresmo l'avait remporté Bien il y a sûr. de nombreuses années. Pauline Parmentier, enfin de grandes joueuses françaises sont passées. Exactement. Et pour ça aussi, alors habituellement, on dit qu'il faut les encourager. Pas cette année, vous êtes à huis clos cette année. À quoi est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on organise un tournoi à huis clos? Alors, on a déjà eu beaucoup d'hésitations de savoir si on devait ou pas maintenir la compétition. La Fédération française a quand même beaucoup poussé pour que les organisateurs de tournois puissent réaliser les tournois. Et donc on a pris la décision début janvier d'y aller parce que ça permet vraiment à ces joueurs et joueuses de vivre de leur métier. Donc on a décidé de jouer le jeu dans un contexte sanitaire difficile et avec des protocoles qui sont assez contraignants quand même. Alors, on sait que ça ne va pas forcément impacter l'organisation du tournoi puisque c'est gratuit. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un manque de recettes. Il n'y avait pas de risque, de toute façon, pour la survie du tournoi à l'organiser sans public. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas cette problématique qu'ont d'autres grands clubs qui accueillent du public. Donc, ouais, nous, il n'y a pas d'enjeu financier sur la billetterie, effectivement. Gabriel, on s'habitue à jouer sans public? Oui, forcément. Avec de toute façon, ça fait bientôt 1 an qu'on peut faire des tournois sans que trop personne nous regarde. Mais c'est pas forcément un problème. Alors, sans que trop personne ne regarde, c'est pas en semaine. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir du public aussi en semaine. Pourquoi est-ce qu'on vient sur ce genre de tournoi, Gabriel? En fait, ce tournoi, c'est le grade le plus bas. Mais en fait, c'est là où tous les joueurs commencent leur carrière. Tout le monde passe par là, par les futurs. Après, ça monte par les challengers. Et par exemple, pour moi, j'ai la chance de se faire ce tournoi pour que après ça me permette d'avoir une évolution pour le futur. Et en fait, ces tournois, c'est vraiment que de l'expérience pour les jeunes et pour les personnes qui sont un peu plus âgées, ça permet aussi de lancer leur carrière. Là, on peut le dire, ça n'a pas forcément souri pour toi en simple. Ah non. C'est déjà fini. Ouais. Bon, enfin, c'est déjà l'expérience. C'est ça qui compte, c'est d'engranger l'expérience. Ouais, c'est sûr. Après, j'avais un bon adversaire en face. C'est pas facile parce que les ITF juniors que je fais d'habitude, c'est pas le même niveau. Et de passer de personnes qui jouent un peu moins bien à une personne directe vraiment très fort, ça change. Mais c'est pas fini. Non. Pour autant. Non, parce que avec mon frère, on a pu avoir une wildcard en double dans le tableau. Une invitation. Une invitation. Ceux qui connaissent pas le tennis. Voilà. Une invitation dans le tableau et on va essayer de faire notre mieux. Eh ben c'est déjà ça, c'est un autre challenge justement en famille. Tu as commencé à quel âge le tennis? J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans parce que mon frère a joué au tennis avant et je venais voir ses matchs. Je jouais au mur ou avec mes parents à côté et ça m'a plu et j'ai continué de jouer. Et aujourd'hui, tu as 15 ans, donc c'était il y a 10 ans, déjà une super évolution pour toi. Donc Vincent, le président, nous disait que tu étais vraiment un espoir du tennis français. Tu ne te mets pas plus de pression, mais quand même, tu as des rêves plein la tête, j'imagine. Ouais, on a des rêves comme tous ceux qui veulent arriver dans le tennis. Mais je me mets pas trop de pression. En fait, plus on se met la pression, moins bien on joue. Et je me dis que ça s'importe pas trop de mettre de la pression sur des matchs ou sur les résultats qu'on fait. Donc voilà. C'est de l'envie plutôt. Ouais, voilà, c'est de l'envie. On peut savoir, tu es classé combien? Je suis classé 0 actuellement. D'accord. Ça veut dire quoi? Quand on n'y connaît rien au classement, c'est bien? C'est parce que quand on dit je suis classé 0, ça n'a pas l'air top comme ça, alors qu'en fait aussi. C'est bien quand même. Pour mon âge, c'est très bien. Après, il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi, mais pour mon âge, c'est très très bien. Eh ben, on t'encourage. En quoi est-ce que ça représente un super espoir? Il est fort. En quoi il est très fort? Aujourd'hui, il fait partie dans sa catégorie d'âge des 2-3 meilleurs Français, donc c'est vraiment un espoir pour la suite. Et puis, moi, j'aime bien son engagement, j'aime bien sa façon de jouer vers l'avant. C'est quelqu'un justement qui est très généreux dans son effort. Donc voilà, puis qui a une grande marge de progression aussi sur le plan tactique, sur le plan de la stratégie. Donc je pense que va aller loin. On va pouvoir compter sur ce garçon. On va bien te suivre, ça, c'est sûr. On t'a vu d'ailleurs sur les images tout à l'heure. Est-ce que on peut aussi compter sur un niveau particulièrement élevé pour cette année au regard du contexte? Parce qu'on sait que certaines compétitions sont annulées. Oui. Alors c'est vrai qu'on a eu l'avantage cette année d'avoir différents challengers au tournoi qui ont été annulés. Et finalement, aujourd'hui, les meilleures joueuses du monde sont à l'Open d'Australie, qui est le premier grand chelem de l'année. Et toutes les autres derrière sont à Grenoble. Donc, y compris chez les seniors. Voilà. Y compris chez les seniors aussi. Chez les seniors, on a vraiment Océane Dodin, par exemple, la tête de série numéro 1.
Elle est numéro 5 française. C'est une ancienne 40e joueuse mondiale. Donc voilà, c'est vraiment des joueuses qui ont vraiment un parcours, déjà un palmarès chez les seniors également. Donc ça, c'est l'aubaine, finalement, de la crise Oui. sanitaire. Il fallait bien que ça sourie à un moment. C'est la petite compensation. Il n'y a pas la dimension populaire de l'événement, mais on a un tableau qui est plus relevé que toutes les autres années. Et elle trouve en plus du temps de jeu, comme on dit, Bien en sûr. tout cas de la compétition. Tout à Ça, fait. pour elle, ça représente l'enjeu. Oui, c'était aussi notre motivation, vraiment de pouvoir les accompagner dans leur carrière. Aujourd'hui, une joueuse qui passe plusieurs mois sans jouer, c'est plein de doutes, plein de questions. C'est une remise en cause du rapport à la compétition aussi. Donc c'est à nous, organisateurs de tournois, de faire qu'elle puisse participer à des tournois. Il et elle, d'ailleurs, puissent participer à des tournois. Oui, parce qu'on parlait de l'NG Open. Pour le trophée de la ville de Grenoble, le niveau est un petit peu... Gabriel disait, c'est le niveau le plus bas. C'est quand même un chouette niveau, déjà. Oui, c'est un le niveau beau le plus niveau, bas. c'est Après, du déjà beau pour les tennis. joueurs professionnels. Donc c'est déjà des joueurs professionnels. Chez les hommes, le tableau, ça va de la 350e place mondiale à la 600e place mondiale. Donc si on se compare par rapport à d'autres sports, on est quand même sur une élite sportive. Faut rappeler que le tennis est quand même le deuxième sport pratiqué en France et dans le monde. Donc on est vraiment sur des personnes qui vivent de leur métier, qui vivent de leur passion et qui sont des professionnels sportifs. Chez les hommes, le tableau est un peu moins haut que chez les femmes, mais on a quand même vraiment des joueurs aguerris et on aura une belle compétition. Oui, on en est sûr. En plus, ces places-là, tu parierais bien sur ce type de place entre les 300 et 600e mondial. Ouais. Je pense que ça te dirait bien dans les quelques années qui arrivent. Pas trop vite, J'espère. pas trop vite, mais quand même. Et puis le Grenoble Tennis, c'est un grand club. On joue beaucoup au tennis en Isère. Oui, alors il y a vraiment une culture du tennis à Grenoble. Le Grenoble Tennis, est, dans son histoire, c'est vraiment la fusion de 3 clubs qui étaient déjà 3 clubs importants. Certains plutôt axés sur le haut niveau, d'autres plutôt sur le loisir. Et finalement, aujourd'hui, on est un club qui est à la fois un club de masse, où on a presque 1 millier d'adhérents, loisirs, amateurs, et puis aussi des structures de haut niveau, avec des jeunes, dont Gabriel fait partie, pour permettre à une élite aussi d'accéder à des compétitions et puis de progresser dans les hiérarchies françaises et puis mondiales. Oui, aussi bien du côté des garçons que chez les filles. Alors Ça plus marche chez les bien. garçons en ce moment, on est dans une phase où il y a un creux un peu chez les filles, à Grenoble et en France, de façon générale. En France, on a un petit creux sur le tennis féminin. Ce qui n'a pas toujours été. Ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est vrai qu'on manque un petit peu de tête d'affiche au niveau national. Souvent, on reproche un petit peu ça. On a besoin de locomotives dans tous les sports. Il faut qu'il y ait une personne qui donne un petit peu envie. Il y a eu Mauresmo, qui a généré aussi beaucoup de vocations. Bon, là, il y a des personnes peut-être un peu moins emblématiques, on va dire, au niveau national. Ouais, c'est plus au niveau français en général. Voilà. En tout cas, on est dans des statistiques moyennes au niveau de Grenoble sur le tennis féminin, qui est en baisse depuis une petite dizaine d'années environ. Et on parie sur Gabriel aussi. Sûr ? Du coup, on parie sur Gabriel pour les années à venir. Ah oui. Est-ce qu'on arrive à les garder, nos champions aussi? On espère toujours dans les clubs comme ça, qui forment, bien sûr. Après, je pense que chaque sportif, on reste dans un sport individuel, il faut que tout soit mis en œuvre autour d'une personne pour qu'elle progresse. Donc tant qu'on est capable de bien faire les choses et de faire progresser un athlète, on est pertinent. Et puis le moment venu où on n'est plus pertinent dans l'accompagnement, il peut aller éventuellement ailleurs. Allez, on verra ça. Ça joue en ce moment. Vous pouvez les suivre d'ailleurs sur Métrosport en ce moment. Tout à fait. Nos confrères que nous saluons bien sûr. Et les finales, ça sera donc sur Télé Grenoble. C'est une aubaine, c'est vrai que c'est à huis clos. Ça sera donc en direct dimanche à 11h pour suivre les garçons et à 14h pour suivre les dames. Donc c'est 2 belles finales en direct. Donc c'est en 2-7 et alors le tie-break est au super tie-break, c'est ça? Alors pour les finales, il n'y a pas de super tie-break, ça Donc joue en voilà, 2-7 gagnants. Oui, Voilà. c'est ça, pas de super tie-break. 2-7 gagnants. 2-7 gagnants. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous connaissez peu. Ici, vous êtes le président. On connaît bien Christian Gaudin, qui était le président jusqu'à présent et qui est un grand fidèle de Télé Grenoble, un ami aussi. Et on lui adresse une grande, grande pensée. On est sûr qu'on va le retrouver et très vite. On espère aussi. Voilà. Gabriel, comme on le dit, on le dit pas, mais on le penserait fort. Et puis, plein de bonnes chances pour ce double, donc Merci. avec ton frère. Merci et puis beaucoup. vous, un beau succès, on l'espère en tout cas à travers les réseaux. Et puis en direct sur notre antenne, on le répète dimanche. Et puis pour reprendre place, ça sera l'année prochaine. Tout à fait. Allez, merci beaucoup Au revoir, bonne à journée. vous deux d'avoir revoir. participé. Et à vous, à très vite, à la semaine prochaine.